Et j'ouvre le débat. J'espère que la pause café vous a ouvert l'appétit pour des questions, justement, pour nos intervenants aujourd'hui. Voilà, alors on va procéder, peut-être je vais prendre une à une, voilà, un à un, donc, vous vous présentez et vous dites à qui s'adresse votre question. À tous les intervenants. Donc, le micro, vous levez, si vous voulez, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci, je me présente, Olivier Zilité, étudiante dans cette faculté en troisième année de droit public. Je remercie les organisateurs de cette séance débat et notamment mes chers professeurs, Madame Mberjab et Madame Shraq Chihawi. Vous avez dit que la Tunisie a ratifié l'accord de la ZLECAf en 2018. Après, en 2021, on a eu le coup d'État. Ma question, c'est quel est l'impact de l'instabilité politique en Tunisie, on le prend comme exemple, sur les engagements de l'État tunisien et sur la réalisation des objectifs du ZLECAf en Tunisie. Ma deuxième question, c'est, on prend l'exemple du Soudan, le Soudan par exemple, comment la ZLECAf peut résoudre le problème des guerres civiles, par exemple, pour réaliser bel et bien ces objectifs. Et merci. Très bien, je vous remercie. Donc, je ne sais pas qui voudrait répondre. Ces deux questions. Vous voulez répondre, si vous voulez bien. Donc, merci pour la question. En fait, la Tunisie a signé en 2018 et elle a ratifié en 2019. Pendant le fait de ratifier par le Parlement tunisien, donc nous engage dans cet accord et on est déjà. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, si j'ai bien compris votre question. Parce qu'en 2021, il y a eu changement de constitution, mais par rapport aux accords internationaux, ça ne change rien du tout. Par rapport à la deuxième question, en fait, le processus d'intégration, c'est un processus, comment dirais-je, c'est un processus de développement. D'ailleurs, quand on parle de la SDCAF, on parle d'un process et pas d'un accord parce qu'il est étalé sur le temps. Donc, en fait, quand il y a développement, il y a création de richesses, il y a création d'emplois et il y a intégration des jeunes dans cette économie ouverte où il y a beaucoup de chance. Le cas de Soudan, ça a été évoqué la semaine dernière dans le cas de l'IMEC, l'Intra-African Market Inclusive Market, Intra-African Inclusive Market and Business. Beaucoup de jeunes maintenant au niveau du Soudan qui sont dans l'immigration clandestine, qui sont dans la guerre, qui sont dans la vente des armes et ainsi de suite. Donc, le fait de reprendre l'économie, le fait de stabiliser le pays, ces jeunes-là peuvent entrer dans le secteur formel et travailler convenablement. La ZLECAf, elle assiste à tout ceci parce que la ZLECAf, elle va accroître le commerce intra-africain et l'investissement et du coup, ils auront beaucoup plus de chances. Merci. Je vous remercie. Alors, Madame déléguée. Je vous remercie beaucoup pour la qualité des interventions. Ça a été, franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai quelques questions aux intervenants. J'aimerais peut-être demander une clarification à M. Bouzaïen qui a évoqué le fait que un des challenges majeurs des négociations, c'est que l'Afrique manque de financement et du coup fait recours à un financement extérieur pour continuer le processus de négociation et ça vient avec des exigences. Quel type d'exigence, de quel type d'exigence on parle? Est-ce que ça influence la volonté des pays africains vers un régime un peu plus progressiste et qui protège la capacité des pays à réguler? Donc ça, c'est un point. Le deuxième point que j'aimerais demander, en fait, dans le droit fiscal international, l'OCDE a trouvé le moyen, à travers la top-up tax, de limiter la concurrence fiscale
en mettant le 15% comme taux effectif sur les investisseurs. Mais il me semble qu'il n'y a pas pour le moment un moyen de réduire la concurrence entre les États pour réduire, je pense que la ZLECAf offre une opportunité pour réguler cette concurrence entre les États de lâcher la régulation pour attirer l'investissement. Et donc, réduire la capacité à réguler pour attirer l'investissement. Mais dans le contexte où il y a conflit, comme ça a été très bien mentionné, entre les investisseurs qui seront sous la ZLECAf et les investisseurs qui seront sous les TBI, notamment ceux en dehors de l'Afrique, ce problème est à moitié réglé. Donc, comment on peut... si on va se protéger comme État, et là je parle je porte la casquette de l'État qui aimerait probablement protéger sa capacité à réguler. Comment protéger la capacité à réguler et en même temps pour les investissements sous la ZLECAf, mais ne pas avoir cette capacité sous les TBI. Donc, j'arrive mal à formuler la question. Je pense que vous m'avez compris. C'est un dilemme à adresser et je vous remercie. Je vous remercie. Donc, parmi les intervenants, est-ce que vous avez quelqu'un en particulier? Bonjour. Oui, oui. Est-ce On que a je peut-être peux les réagir intervenantes. Est-ce que je peux réagir à la dernière question? Oui, c'est Madame Mahrez Mariam. Oui. Est-ce que je peux réagir à la Oui, dernière oui. question? Oui, bien sûr, on vous écoute, Madame Marim, oui. Merci beaucoup. Alors, c'était la question, si j'ai bien compris, c'était justement le dilemme. Comment est-ce que l'État doit préserver son droit de réguler tout en maintenant des traités qui sont conclus avec des investisseurs non africains? Alors, c'était ça justement que j'avais commencé à discuter tout à l'heure dans la conclusion de mon intervention, que c'était là l'un des enjeux. Parce que le code africain, le code relatif à l'investissement de la zone de libre-échange, il est destiné aux investissements intra-africains. Et donc, il maintient et il affirme la souveraineté de l'État et sa capacité à intervenir, sa capacité à réguler dans le cadre des investissements intra-africains. Toutefois, ce cadre, il ne va pas s'étendre aux investissements conclus avec des partenaires non africains. Et donc, on sait très bien que la conclusion de traités bilatéraux avec des partenaires non africains, il est régi il est plutôt soumis à un rapport de force qui fait que généralement les États se trouvent dans l'obligation, pas formelle, mais c'est une obligation plutôt politique, si je peux dire, qui les pousse à rendre leur régulation plus flexible. Et donc, ça va être un dilemme, soit qu'on va que les États vont se renforcer par leur africanité et par leur adhésion à ce cadre global et donc de cesser de négocier en solo. La première intervention du monsieur qui a parlé au nom du ministère de l'économie l'a souligné, parce que c'est là le problème justement des États africains, c'est qu'ils parfois on s'engage sans avoir une vision réelle des conséquences de leur engagement. Et donc, c'est comme si c'est une fuite vers l'avant. Et donc, on s'engage et puis on découvre, ben voilà, on est lié. Et puis, lorsqu'il s'agit de relations à l'extérieur de l'Afrique, tous les États africains, globalement, les États africains négocient en solo, ce qui signifie que leur position est toujours fragilisée. Et donc, l'enjeu, c'est justement que la conclusion, l'entrée en vigueur de la ZLECAf et peut-être, espérons-le, l'entrée en vigueur du protocole relatif à l'investissement puisse renforcer la situation africaine. Mais cela suppose que, au niveau de l'Afrique, il y ait suffisamment de capacités financières pour les investisseurs africains à investir.
c'est encore un autre enjeu, c'est-à-dire comment est-ce que le cadre africain, l'économie africaine est-elle capable d'attirer l'investissement africain? Parce qu'on peut aussi l'affirmer, il y a des capacités d'investissement africaines qui vont à l'extérieur du continent. Et donc, l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est justement de retrouver cet équilibre et d'essayer d'harmoniser les engagements des États. On ne doit plus se situer dans ce contexte où les engagements sont contradictoires. On s'engage dans ce sens, puis on s'engage dans un sens contraire. Les États africains doivent se renforcer par leur africanité, par leur solidarité, et donc adopter des positions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus raisonnables. Je vous remercie. Merci. Donc, Elim, si vous voulez compléter. Oui, absolument. Je rejoins ma consoeur dans tout ce qu'elle a dit. Je rajouterai que, pour ma part, je pense que concernant le règlement des différends, l'exclusion de ce mode de règlement n'est pas le bienvenu. Mais l'idée, c'est d'essayer de limiter les concessions que pourraient présenter les États d'accueil. Donc, essayer d'éviter les interprétations trop libérales qui avaient été comment dire, était le principal problème de l'arbitrage État-investisseur. Donc, ce travail a été fait dans le cadre du protocole sur l'investissement. Le tout, c'est d'essayer de limiter l'accès à l'arbitrage pour les investisseurs qui pourraient abuser du système. Donc, c'est plus imposer un barrage à l'accès que d'exclure totalement l'arbitrage. Je vous remercie. Oui. Oui. Juste, سامحني لحظة باش نعطيك الميكرو. Juste pour situer les TBI qui ont été conclus par la Tunisie, par exemple. Voilà, où les situer par rapport à ce protocole sur l'investissement. Dire, est-ce qu'il faut que ces TBI soient refondés à la lumière des nouvelles dispositions qui, espérons-le, vont entrer en vigueur prochainement, ou est-ce que c'est-à-dire donc une rétroactivité de ce protocole sur les TBI conclus par la Tunisie, ou est-ce qu'ils n'auront pas d'effet sur le corpus normatif aujourd'hui? À ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas de contradiction entre, c'est-à-dire deux réglementations contradictoires, des réglementations qui vont aller vers un rééquilibrage des rapports entre État d'accueil et investisseurs étrangers, et un corpus normatif qui sera préférentiel ou préférable et qui protégera l'investisseur étranger. C'est-à-dire, il y a quand même un hiatus entre ces deux modes de penser l'investissement étranger finalement. Je vous remercie. Donc, c'est vrai qu'il y a une coexistence de deux corpus normatifs en matière d'investissement. Il y a les investissements, les TBI conclus par la Tunisie dans le contexte africain et qui vont s'éteindre ipso facto au bout de 5 ans, donc de l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Et il y a les TBI qui ont été conclus par la Tunisie avec des États tiers. Dans la majorité de ces accords, il s'agit d'accords, disons, de l'ancienne génération. Les TBI qui vont être conclus vont se faire sur la base du modèle qui a été préparé donc par l'État tunisien et qui adopte une approche plus équilibrée. L'idée qui me semble la plus opportune, c'est que les TBI qui ils ont une durée d'existence déterminée. À la fin de vie de ces TBI, il faudra soit les renégocier donc de manière à prendre en compte les évolutions récentes et à rééquilibrer,
soit donc adopter de nouveaux TBI de la nouvelle génération qui adopterait donc une approche beaucoup plus équilibrée. Le problème, c'est que, c'est toujours que on pourra utiliser la Tunisie comme un hub pour c'est un avantage et un inconvénient en même temps. On pourra utiliser la Tunisie comme hub pour l'Afrique, une plateforme pour avoir accès aux avantages de la ZLECAf. Il y a dans le cadre du protocole sur l'investissement des dispositions relatives au déni des avantages si il s'agit d'un investissement qui a été établi uniquement pour avoir accès aux bénéfices du protocole sur l'investissement. Donc, on a essayé dans le cadre du protocole de limiter ces risques liés à ce qu'on appelle le treaty shopping. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a plus de questions, Amélie, encore une question. Madame Trig, encore. Et une dernière question aussi que j'aimerais poser à D'accord. Monsieur Bouzaïen. Je vais m'adresser aussi à Monsieur Bouzaïen et à Madame. Donc, concernant une communication du ministère que au niveau national, on va réviser notre loi sur l'investissement. Donc, ça a été annoncé qu'il y aura une loi horizontale d'investissement. Donc, tout le corpus juridique sur l'investissement au niveau national, il va être réformé ou amendé. Donc, dans quelle mesure ce protocole ou l'adhésion de la Tunisie à ce projet continental va influencer le texte au niveau national, que ce soit comment on va intégrer les innovations au niveau du droit matériel, mais aussi au niveau du règlement de défiance. Et une dernière question. Qu'en est-il des négociations à propos des modes de règlement des différends? Donc, je sais que ces négociations sont en cours. Si vous pouvez nous révéler le secret des alcôves, des coulisses. Merci. Donc, je vais commencer par la question que vous avez posée concernant la fiscalité. En fait, c'est vrai que la fiscalité est étroitement liée à tout ce qui est, quand on parle d'investissement, mais l'investissement, c'est pas que de la fiscalité, c'est une partie. L'investissement, c'est un écosystème, tout un écosystème. En Afrique, c'est le continent qui utilise ou bien qui fait une pression fiscale la plus élevée au niveau international. Mais surtout, ce qui intéresse les investisseurs, c'est la visibilité. Et on a un problème de visibilité au niveau de l'investissement. À chaque année, les lois de finances, des changements, et du coup, les investisseurs n'ont pas de visibilité. Moi, je vais vous donner, par exemple, loi de finances 2024, il y a un changement sur la loi 52 sur, comment dirais-je, TVA, TVA donc une partie du TVA doit être versée en avance sur les opérations d'export, du commerce extérieur. Et du coup, une grande partie, et j'aurais bien que notre collègue, malheureusement, il a quitté CISIED, ceci, les PME n'ont pas pu faire ceci, ce qui a entraîné une baisse de nos exportations, une cause d'une réglementation. Le ministère des Finances a ses raisons, ça c'est sûr, mais en fait, de facto, on a vu les résultats sur nos exportations vers l'Afrique spécialement, parce que les PME maintenant, ils travaillent sur l'Afrique. Donc, comme j'ai dit, la fiscalité n'est pas en soi un élément, il est un élément important, mais ce n'est pas l'élément qui est le plus important. La plus importante, c'est tout ce qui est un grand investisseur, quand il va s'installer, il veut une visibilité, une infrastructure. Nous avons une infrastructure très développée, une réglementation assez claire au niveau du financement et aussi des procédures qui soient simples et claires. Le changement de loi d'investissement, on a une loi transversale, on a un code d'investissement, tous ces textes-là
vraiment, ils entravent l'investissement en Tunisie. Là, je reviens à votre question. Et ceci s'avère spécialement quand on travaille sur le commerce du service, plus que sur le commerce des biens. Le commerce des services, en fait, c'est une lecture approfondie de la réglementation par secteur. Et on voit qu'on a une multitude et parfois des chevauchements de textes. Ceci peut vraiment, ce qui, en apparence, une réglementation, mais de facto, c'est une limitation à l'accès au marché ou bien une limitation de traitement national. Ceci peut entraver les investissements dans les deux sens, que ce soit pour les investisseurs étrangers pour exercer en Tunisie ou bien pour exporter nos services vers l'extérieur. Et maintenant, nous avons un grand projet avec la Banque mondiale par rapport à ça, pour revoir toute notre réglementation sur les services. La deuxième, pour tout ce qui est financement extérieur. En fait, il faut savoir que plus que 50% du budget de l'Union africaine, c'est des subventions extérieures du continent. Et l'ASLECAF, plus que 70% de son budget, c'est des subventions extérieures. Et d'ailleurs, lors des dernières réunions ministérielles, on parlait de comment le secrétariat arrive à un autofinancement. On ne peut pas continuer à vivre et se développer et faire des projets tout en vivant des subventions extérieures. Donc là, c'est un problème majeur. Et là, je rejoins votre question, je retourne à votre question. En fait, les bailleurs de fonds, ils viennent avec des agendas. Des agendas assez particuliers. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on discutait le protocole sur le commerce numérique, en fait, tu sais que le groupe africain a quelques réserves sur le protocole maintenant au niveau de l'OMC sur le commerce électronique et aucun pays n'a ratifié encore cet accord. Et du coup, on voit qu'à travers l'assistance et les experts qu'ils ont mis pour nous assister, ils ont essayé d'intégrer une grande partie des articles par rapport à notre protocole sur le commerce des services ou bien sur les cadres réglementaires qui vont avec. Et du coup, donc, tu as toujours, ils essaient toujours d'intégrer des choses. Certains pays font attention, certains pays ne font pas attention. Il y a aussi un problème il s'avère qu'il y a un problème entre les négociateurs au niveau de l'ASLECAF et les négociateurs qui sont au niveau de l'OMC. Donc, et à travers ce problème de communication, parfois, ils essaient de passer des textes, mais au niveau en Tunisie, en fait, on a de bonnes relations avec nos collègues et on essaie que tous les textes soient harmonisés. Il y a aussi un problème, sincèrement, que le ministère du Commerce, selon tous les accords, c'est le point focal national, tout ce qui est en accord avec le commerce. Et parfois, certains ministères techniques, par exemple au niveau du ministère de l'Environnement ou autre, ils ratifient ou bien ils font partie, ou bien même au niveau national, ils font de nouvelles réglementations qui ne sont pas en conforme avec nos réglementations à l'international. Et après, et vous pouvez voir tout ceci au niveau de finance, de l'investissement, le code de l'investissement de 2016. On a pris des engagements qui ne sont pas en conformité avec nos engagements au niveau de l'OMC. Au niveau de certaines réglementations, nouvelles réglementations au niveau de services d'assurance qui ne sont pas conformes avec nos engagements à l'OMC. Et du coup, par la suite, ça c'est un vrai dilemme, comment on peut continuer à respecter nos engagements tout en garder notre souveraineté et ne pas entrer en conflit. Et surtout, toute la journée, on parle de règlements de différends. Donc, c'est ça le fait auquel il faut vraiment plus de coordination entre les ministères et les comités techniques. Et c'est d'ailleurs pour ça, au niveau de l'ASLECAF, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, on a mis dès le départ un comité national. Ça aussi, c'est une exigence de l'accord, que tous les pays mettent un comité national qui est composé de tout l'écosystème et les parties prenantes, et que tout accord, il est guidé par le ministère technique. Comme j'ai dit maintenant, c'est nos collègues du ministère de l'Investissement qui sont en train de négocier cet accord avec la Banque centrale, le ministère des Finances et le ministère de la Justice et toutes les parties prenantes. Et du coup, donc, il n'y aura pas de problème, comme vous avez mentionné, quand on fait la nouvelle réglementation, loi ou code de l'investissement, ils prennent en considération tout ce qui se trouve au niveau de notre protocole sur l'investissement. Et pour votre question, professeur,
en fait, depuis février 2025, sur l'annexe sur le règlement de différend, la Tunisie, avec un groupe composé de 4 pays, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et je pense que Kenya, ont fait une contre-proposition par rapport à cette annexe. Mais depuis février, on n'a pas d'issue. J'ai tout à l'heure vérifié avec ma collègue du ministère de l'Investissement. Et du coup, depuis de février 2025, il n'y a pas d'issue par rapport à cette contre-proposition de cette proposition de l'équipe de 4 ou 5 pays. Mais donc, on attend le retour du secrétariat par rapport à ce point. Voilà, merci. On vous remercie. On vous remercie, Si Bouzaïen, donc, pour toutes ces précisions. On vous remercie encore pour votre participation à cette journée. Donc, on a appris beaucoup de choses. On est, je pense, dans l'actualité. Donc, je profite également pour terminer donc, cette journée d'études qui a été extrêmement enrichissante, encore une fois. Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui ont permis à ce que cette journée soit été réalisée. Donc, tout d'abord, je remercie bien évidemment notre partenaire, l'Observatoire tunisien de l'économie, notamment donc sa directrice, la directrice des programmes, qui est aujourd'hui présente avec nous, Madame Nedé Trigui. Donc, je vous remercie vivement au nom du laboratoire et au nom de la faculté de droit des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Je remercie bien évidemment Emini Bensika Ali pour cette collaboration. Je remercie la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Je remercie aussi ma très chère collègue Shraq Chihawi, mon bras droit, comme vous le savez tous. Donc, sans elle, je navigue en eau trouble. Donc, je te remercie encore une fois pour tout ton soutien. Et également, je remercie notre très cher intervenant, donc Sifar El Bouzaïen, bien évidemment, Emeni, Madame Mariam Mehrez, donc je la remercie vivement. Je remercie Madame Fatiha Sihli qui n'a pas pu être parmi nous, mais je remercie bien évidemment Asma El Fourkaini et je remercie bien évidemment Rim Ben Khalifa pour avoir répondu présent. Et je remercie ma très chère collègue qui a accepté donc de venir et pour qui donc le droit des investissements, le droit régional, le droit international public et sa grande passion. Je remercie d'avoir accepté de présider donc la première séance. Et bien évidemment, je termine par nos très très chers étudiants. Donc, notamment ceux qui ont participé à l'organisation, je tiens à les citer, donc Kenza Ben Selem, Rada Sharad, Mariam Mekni et Erim Ksouri. Donc, je le remercie vivement pour avoir répondu présent. Eh bien, à vous, justement, à vous de poursuivre, bien évidemment. Je remercie, je les remercie. Même les micros vous félicitent. Donc, à vous de prendre le relais, à vous de vous intéresser à l'Afrique, à vous de finir dans ce laboratoire juridique et économique. Il est temps à ce que l'université tunisienne travaille sur cette thématique qui est véritablement une thématique d'avenir. Et justement, j'ai oublié un nom très important qui est Hejr Gedish. Je la remercie vivement. Donc, c'est elle d'ailleurs qui nous a mis en contact avec nos intervenants du Maroc. Donc, elle a beaucoup fait pour le droit africain. Je la remercie également pour tout ce qu'elle a pu faire pour l'université tunisienne. Voilà, je vous remercie tous. Merci d'être restés jusqu'à cette heure tardive. Merci. Inch'Allah, c'est un premier rendez-vous à plein d'autres rendez-vous avec notre partenaire sur l'Afrique. Voilà, je vous remercie.